Bonjour Régine, comment vas-tu? Très bien, Prête pour une belle interview? Yes. Magnifique. Bon, comment tu te sens? Tu as pris de la vitamine D là? J'ai pris de la soupe. Mais mon petit déjeuner. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya. Je vous emmène en confidence, mais aussi avec un peu de tété douette chez nous. On va enfin lever le voile sur l'identité de Thuillet, une femme dont les soupes ont bouleversé les papilles, mais pas seulement. Parce qu'à travers chaque cuillère, Sarah Fafard raconte une histoire. Son histoire, celle de sa famille, celle de notre culture martiniquaise. De son tout premier chaudron de 15 litres durant le carnaval 2024, au fil de clients qui lui font confiance, sans même connaître son visage, Sarah a transformé une passion intime en un véritable acte de transmission. Une cuisine tout simplement authentique, exigeante, régénératrice, une cuisine qui rassemble, qui soigne, qui rappelle nos parents, nos grands-parents. Ce soir, on découvre la femme, la mission et l'héritage qui se cache derrière Thuillet. Sarah Fafard, bonsoir. Bonsoir Régine. Sarah, avant même l'idée d'en faire un business, c'est quoi ton rapport personnel à la soupe de ton enfance, dans ta famille? Quelle place occupait ce plat? Alors, très honnêtement, je mentirais si je te dis que j'ai toujours aimé la soupe, que c'est quelque chose que j'aimais quand j'étais petite. Je crois que comme beaucoup d'entre nous, nous terraïs, Alain et nous t'es tout petit, on détestait ça et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu ma Madeleine de Proust. C'est vraiment le repas qui nous ramène en enfance et même plus loin, qui ramène à l'histoire de nos ancêtres. Parce que ça a une histoire en fait. La soupe a une histoire. Alors même si effectivement ça n'a pas forcément séduit nos papilles quand on était plus jeune, mais je suis sûre que quand même tu gardes des moments intenses, forts avec des personnes qui te sont chères aussi, n'est-ce pas? Absolument. Parce que la soupe ne se consomme pas seule. Donc très souvent la soupe est reliée à une histoire, un volet de notre enfance. Mamie qui faisait des soupes. Et puis les événements, parce qu'on va prendre l'exemple du pâté en pot, c'est vraiment le mets qu'on retrouve à chaque entrée dans un événement familial. Donc clairement, la soupe, tout le monde, je crois que chaque Antillais a une histoire avec la soupe. L'histoire de la soupe justement en Martinique, c'est aussi la multiplication, on est d'accord, des possibilités, n'est-ce pas, de se nourrir. Un plat qui reste complet, qui reste très régénérateur. Absolument. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment dans cet univers? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un grand respect vraiment pour quelqu'un qui sait faire une soupe. Parce que c'est un mec qui est technique, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de savoir. Beaucoup d'ingrédients. Beaucoup d'ingrédients. Et la soupe, c'est un peu comme au moment de l'esclavage, on prenait les restes de ce qu'on avait et on composait en fait finalement un mets. Et je crois qu'au-delà de l'esclavage, même nos grands-parents, la soupe se fait avec les restes. C'est comme ça qu'on le faisait à l'époque. Reste de légumes, reste de viande, reste d'abat. Et au fur et à mesure, on a un mets mais qui est excellent, qui est wow. Et c'est là que tu vois la puissance des choses. C'est comment à partir d'ingrédients, je dirais, simples, voire pauvres, on arrive à faire quelque chose d'excellent et de succulent. Et comme je te dis, j'ai toujours eu un grand respect pour quelqu'un qui savait faire la soupe. Donc à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai toujours aimé cuisiner. Mais t'as là mon passe à feuille et il faut que m'arrive feuille. Et voilà. Mine de rien, il faut avoir quand même un minimum de talent, n'est-ce pas? Ah oui, il faut avoir un minimum. Parce que c'est un plat qui reste très minutieux, avec un temps de préparation quand même très particulier, n'est-ce pas? Tu peux nous expliquer? Alors, bien sûr, il faut de l'amour, il faut avoir envie de le faire parce que c'est un plat qui prend beaucoup de temps à la préparation, à la découpe des légumes. Même si les choses se sont bien modernisées entre il y a 50 ans, 100 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de facilités pour diminuer le temps de préparation. Pour autant, je dirais, nous, actifs, on ne se réveille pas un matin en se disant je vais aller faire une soupe. Non, sauf si on utilise Momo pour faire un velouté, mais en tout cas, pour faire une bonne vieille soupe comme savaient faire nos grands-parents, nos aïeux, clairement, ça demande du temps de préparation.
Tu t'es lâchée en 2024, Exactement. n'est-ce pas, pendant un carnaval? Exactement. Alors, c'est vrai que la période du carnaval, c'est une période forcément festive. Propice d'ailleurs. Hein. Exactement, propice. Et très souvent, mon domicile, c'était le lieu du before avant les soirées, avant le vidé. Et j'ai fait une soupe, on en parlait un peu avant l'émission, une soupe de 15 litres. La fille, elle s'est lancée, j'ai fait une soupe 2 vitesses. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est une soupe qui a toujours existé. C'est une soupe avec des tripes et du pied de bœuf. Et tu n'as peur de rien, tu t'es dit, oui, ouais, voilà. ok, on Alors y va. non. Parce que 15 litres, c'est pas quand tu fais pour 2-3 personnes. Exactement, mais on ne fait pas de soupe pour 2-3 personnes de toutes les façons. Ça, c'est mentir. Mais c'est vrai qu'avant le carnaval, la semaine avant le carnaval, j'ai une voisine qui se reconnaîtra sûrement, elle s'appelle Zita. Et je lui avais dit, Zita, je veux savoir faire de la soupe. Tes soupes sont excellentes, elles sont succulentes, il faut que tu m'apprennes. Et j'avais posé une journée pour passer toute ma matinée avec elle et voir comment elle exécutait le plat. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je refais. Ouais. Et du coup, une semaine après, juste avant le carnaval, on a pu déguster cette soupe que j'avais faite. Tout le monde était content, tout le monde a trouvé ça excellent. Donc je me suis dit, bon, ben finalement, ça fait quoi. Ouais, finalement, mon pas si mauvais qui ça. Hein? Et je te prie de croire que, oui, tu retires une fierté incommensurable quand tu te rends compte que, ouais. Je me dis que quand tu sais faire une soupe, bon, allez, ouais. Rien ne te fait plus peur. Absolument. Alors limite. justement, mais il faut avoir on va dire, quels critères vraiment pour exécuter justement une bonne soupe d'après toi? Hein? Alors, premièrement, il faut des produits sains, des produits de qualité. Donc, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on arrive à trouver très facilement, que ce soit chez le boucher, sur le marché ou même en grande surface. Pour moi, ça, c'est la base. Surtout qu'aujourd'hui, bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un business. Donc, la première qualité pour moi, c'est que la soupe soit saine, puisqu'on a... Parmi mes clients, mine de rien, j'ai beaucoup de personnes âgées qui commandent. Donc, raison de plus pour que le point de départ pour moi, c'est la qualité du produit. Donc, la qualité du produit, la qualité des matières premières, ça c'est bien sûr. Et puis, je crois qu'avec l'expérience, au fur et à mesure de reproduire des soupes, on arrive à faire d'excellents plats. Il faut du temps, bien sûr. Il faut du temps parce qu'il faut laisser la soupe mijoter. Ce que je ne fais pas, que je ne peux pas faire parce qu'il y a des règles d'hygiène, des règles sanitaires, je ne fais pas comme mamie qui laisse la soupe reposer la veille pour le lendemain. Voilà, une fois que la soupe est faite, on laisse ça mijoter, on laisse ça dormir. C'est comme ça qu'il disait ça. On laisse dormir la soupe et demain elle sera meilleure, elle ira si meilleure. Bon, ça clairement c'est quelque chose que je ne peux pas faire en tout cas dans le cadre de mon activité parce que voilà, on a des règles qui sont très strictes. Mais c'est de l'amour aussi surtout. Ouais, surtout l'amour de transmettre à ses convives un plat qui transcende. Justement, ça me permet d'aller plus loin parce que tu viens de parler de strict. Tu es quelqu'un de strict quelque part, exigeant. Alors ouais, j'aime le cadre, je ne vais pas mentir. Il n'y a pas du à peu près avec toi. Tu as choisi de te former sérieusement. Tu pensais peut-être qu'il fallait aller plus loin. Au-delà de savoir faire une soupe, avoir les ingrédients de qualité, etc., il faut quand même avoir un certain... répondre à pas mal d'exigences. C'est-à-dire que c'est un cheminement. Ok, là, c'est bon, j'ai fait la soupe, elle était très bonne. Pour les copains, tout ça. Les copains, sympa. Et après, c'est basculer sur qu'est-ce que j'en fais? Mine de rien, parce que je considère que c'est un héritage, hein, je ne vais pas te mentir. Qu'est-ce que j'en fais de ce que j'ai dans mes mains, de cet héritage? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une activité salariée à temps plein et que l'idée d'avoir un side business avait toujours germé dans ma tête. Et en analysant un peu le marché, je me suis rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de personnes en fait, qui proposaient de la soupe. Et au-delà de ça, ce que je voulais, c'est vraiment de pouvoir ramener la soupe chez Monsieur Tout-le-Monde. Alors, c'est vrai qu'au début, elle était surtout axée sur, nous, comme je te disais, les actifs, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, de préparer un mets qui est aussi long. Donc, l'idée, c'était d'associer cette expertise, entre guillemets, je dirais culinaire, avec cette volonté de ramener la soupe au plus près. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'activité de Thuyer, on a un laboratoire de production qui se trouve donc en Martinique et les soupes sont livrées dans 6 points retraits de l'île, ce qui permet effectivement de rapprocher au plus près
du boulot, de son lieu de travail ou de la maison, de rapprocher ses soupes avec une faculté de récupération. Et puis au-delà de ça, il faut aussi ramener ce plat dans un cadre vraiment donc, dédié. Donc tu viens de parler Absolument. effectivement de ce laboratoire. Donc il fallait sortir hors de ta cuisine, il était important aussi. Alors, c'est quelque chose qui est totalement, effectivement, impossible. À partir du moment où on structure les choses et qu'on les professionnalise, il faut un laboratoire dédié. On ne peut pas décider de produire chez soi, dans sa cuisine. Ça, c'est la première des choses. Et puis, suivre les formations adaptées, comme les formations HACCP, de formations d'hygiène et de sécurité alimentaire. Tes premiers clients, ils ne te connaissent même pas. Non. Ils savent rien. Ils savent rien. Donc j'ai lancé. Ils t'ont fait confiance comme ça, parfois donc sans même savoir ce qui se cache et qui se cache derrière tu y es. Et d'ailleurs moi-même je suis tombée dans le panneau. Absolument. Parce que effectivement je ne te connaissais pas encore, en tout cas, mais je sais pas. Parce qu'il y en a d'autres depuis qui sont venus sur le marché. Et du coup je sais pas, mais c'est la page en fait. Oui, c'est la page. Et j'ai senti quelque chose qui me parlait vraiment. Absolument. Et j'ai senti un héritage derrière tout ça. Pour ne rien te cacher, je me suis dit non, il faut que j'aille plus loin, il faut que je sache. Mademoiselle. Ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses au-delà de ça, Rafafa, qui se cachent derrière tu y es. Alors, quand je décide de me lancer, comme je te dis, j'ai digitalisé les choses. La communication se fait exclusivement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook et puis par WhatsApp. Donc voilà, tu te formes aussi au marketing digital parce que clairement mon activité est éloignée, enfin un salarié est complètement éloigné de tout ça. Donc ok, je sais faire des soupes, ok, bon, mais il va falloir aller faire une formation en marketing digital. Et puis là, une fois que tout est cadré, le circuit de distribution, la production, la communication, ok, on se lance. Donc effectivement, j'ouvre la page. Et puis le pire, c'est que, bon, alors ça, c'est vraiment dans un de mes caractères, j'en parle à personne. C'est-à-dire que c'est au moment d'ouvrir la page, au moment de la création du site, que j'en parle à mes proches en leur disant, bon, voilà. Au fait, il y a tu y es. Il y a tu y es là qui... Voilà, donc tout le monde est un peu étonné, on se dit ok, d'accord. Et c'est comme ça que je lance. Bien sûr, grâce à mon entourage, à mes amis, à mes parents, c'est la toile d'araignée, hein, donc on transmet l'information, etc. Ouais. Forcément, les premiers clients, ce sont mes amis proches, en fait, qui avaient connaissance de cette activité, qui repartagent sur les réseaux, parce que c'est aussi ça, c'est la l'algorithme. séquence émotion, là, déjà? Pas du tout, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, de fil en aiguille. Alors, je saurais te dire combien de clients que j'ai aujourd'hui, mais il y a plus de 300, je pense, bien plus de 300 personnes au bout d'un an et demi qui ont déjà commandé des soupes. Et c'était important pour toi, justement, d'être accessible via justement ces réseaux, que ce soit, parce que tu parles à un public donc, qui est très éclectique, que ce soit par WhatsApp avec la chaîne WhatsApp, mais aussi sur Insta, etc., etc. Oui, parce que je pense qu'on est une génération très digitalisée et très axée sur les réseaux. On disait tout à l'heure, je reconnais être un peu plus éloigné des médias radio, des médias télé. On est très connecté, en tout cas, très connecté en ligne. Et pour moi, c'était le canal de distribution, en tout cas de communication, le plus approprié pour faire ses ventes. Alors, ce qui a évolué aussi, c'est que la cible que j'avais au départ, c'était nous, comme je te disais. On n'a pas le temps, etc. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a beaucoup d'actifs qui achètent les soupes pour leurs parents, pour leurs grands-parents, parce que c'est eux qui savent faire des soupes, mais ils n'en ont plus envie, parce qu'ils sont seuls, plus la force, plus. Ouais. Et du coup, oui, j'ai beaucoup de clients de ma génération qui achètent des soupes pour la semaine, pour leurs parents, pour leurs grands-parents. C'est ça. Et je suis très contente parce que si on a mangé, c'est qu'il est bon et que j'ai hâte quand même au niveau, en toute humilité, mais avec beaucoup de fierté, ceci dit, je me dis que si ça les intéresse et s'ils continuent de commander, c'est bien parce que j'ai rempli ma mission. Ouais. Dans tes mots, on sent cet attachement profond. Tu veux pérenniser, tu veux valoriser notre culture, Sarah. C'est ça.
En fait, alors, bon, si on prend l'exemple du pâté en pot, c'est une soupe qu'on avait l'habitude de consommer, comme je disais, dans les événements familiaux, baptême, première communion, mariage. Il n'y a pas un événement familial sans cette entrée. Ça, c'est pas concevable. Ouais. Tu peux essayer d'aller Enfin, je ne faire... faut pas, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de tu soupe. peux aller essayer de faire un petit velouté de crevettes, machin. Mais bref, il faut le pâté en pot. Alors, ça, c'est l'histoire du pâté en pot, mais on peut aller plus loin. On en a parlé. La soupe joumou, par exemple, en Haïti. Comment tu dis? La soupe joumou. 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 J'aime bien. Giromon en créole haïtien. C'est une soupe qui est née avec l'indépendance d'Haïti, où effectivement les Haïtiens n'avaient pas le droit en fait, de consommer de giromon. C'était un produit qui était dédié aux colons. Et lors de l'indépendance d'Haïti, ils ont tenu à marquer justement cette scission en utilisant le giromon et en faisant une soupe de qualité top, top, top. Donc tu vois, chaque soupe en fait a son histoire. Et c'est le cas probablement, parce que je ne suis pas non plus anthropologue culinaire, mais du curry de pois chiche ou de la soupe jamaïcaine aussi, qui est excellente d'ailleurs, qui est un des produits qui est très commandé parmi ce qu'on propose. Notamment dans la population Rastafari, où tu as une soupe de légumes, mais qui est excellente. Mais en fait. Sarah, à quel moment tu t'es rapprochée de tout ça? Parce que tu dis que tu n'es pas anthropologue culinaire, mais tu aurais pu simplement rester dans les petites soupes qu'on connaît, notre pâté en pot, notre calalou, etc., etc. Pourquoi aujourd'hui tu me parles d'Haïti? Pourquoi aujourd'hui tu me parles de cette dynamique Rastafari, etc. Ça a eu aussi une présence forte peut-être dans ton cheminement? Alors, pas spécialement. Ouais. Alors, premièrement, parce que à partir du moment où tu commences à faire un business de soupe, tu ne peux pas proposer la même chose toutes les semaines. Donc, il faut être honnête. Il faut être très éclectique. Il faut savoir se diversifier, il faut savoir aussi répondre à la demande. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose des soupes locales, telles que le pâté en pot, soupe de vitesse, 3 vitesses, soupe de pied, etc. On propose aussi des veloutés entre guillemets filles, parce que c'est aussi... ça fait partie de ma consommation, enfin je dis de ma consommation, mais en tout cas de mes habitudes de consommation. Et bien sûr, on essaie de trouver des choses un peu originales. Et puis pour revenir sur ce côté héritage et patrimoine, c'est aussi ça notre culture en fait. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, dans la population végane et Rastafari, ils consomment beaucoup de soupe sans, bien sûr, protéines animales. Et là, on a une richesse en termes de diversité et d'originalité en termes de composition. Donc du coup, oui, je vais chercher là et je découvre moi-même de nouvelles idées de recettes, de nouvelles soupes. Et c'est top. En fait, c'est ça qui fait la richesse des choses. En fait, tu pars d'un héritage et puis tu rajoutes aussi toi ce qui t'inspire et puis tu vas chercher ailleurs. Et quand je parle de soupe jamaïcaine, on va pas très loin. On reste dans la Caraïbe avec eux aussi une histoire qui est similaire à la nôtre en termes d'assemblage, je dirais, de produits, de ce qui leur reste pour en tirer quelque chose de magnifique. Ouais. Les techniques ont évolué. Ouais. Mais tu restes tout de même très exigeante, n'est-ce pas, sur la qualité, une fidélité, n'est-ce pas, à la tradition. Ouais, c'est ça. Et c'était ça le pari, réussir à faire la soupe de mamie tout en respectant le cadre qui nous est imposé aujourd'hui. Et comme je disais, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé. Mais voilà, j'ai pas eu de retour me disant la soupe a tourné, c'était pas bon, tu vois. Alors, Camanche anti-bagaille. Alors peut-être que t'es Camanche anti-bressel. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter du coup. Ouais. Peut-être que t'es Camanche cap, peut-être que t'es Camanche divin, parce que par exemple dans le pâté en pot, tu vois, les capres et le vin, ce sont des choses que on rajoute, incontournables. Pour autant, livré comme tel, Ils bon pour ça. Ils bon. Alors justement, au-delà du business, le service aux personnes âgées. Ah là 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 là. Aujourd'hui, tu accompagnes aussi, mais au-delà des personnes âgées, avec un portage donc, de repas à domicile. Ça me donne des frissons.
Ça change quoi en fait dans ta vision de ton travail? Ben, en fait, tu pars avec une idée de départ en te disant c'est nous, actifs, qui n'avons pas le temps de, comme je te disais tout à l'heure, et tu te rends compte au final que ben, ce produit que tu sors répond à d'autres besoins. Il y a une société de portage de repas pour personnes âgées qui m'a contactée effectivement pour fournir des soupes. Ils ont bien sûr leur traiteur qui ne fait pas de soupe. Beaucoup de traiteurs ne vont pas sur ce créneau-là. Effectivement, régulièrement, j'ai cette opportunité de pouvoir livrer des soupes et puis comme ça continue, je me dis que... Mais tu te rends compte du rôle que tu joues, tu reconnectes la population aussi à cet héritage culinaire qui fait partie de nous, tu réponds aux besoins de ces personnes âgées qui ont envie, qui sont proches des soupes. En fait, c'est une liaison que tu recrées au final. Alors, est-ce que j'en ai conscience? Peut-être pas totalement, mais je sais que quand j'offre une soupe, alors au-delà du fait que je la vende, mais c'est vrai que quand on offre une soupe, on a l'impression de donner voilà, un petit bout de soin, quoi, d'offrir quelque chose parce qu'on sait, la personne sait le temps que tu as pris pour la réaliser, pour l'exécuter. Donc, c'est vrai que c'est un peu un don que tu fais et d'ailleurs, même quand j'invite les gens à manger de la soupe à la maison, je sais comment c'est reçu en face parce que je le fais avec beaucoup d'amour. Ouais. Alors justement, ça fait beaucoup, hein, Sarah, pour toi toute seule? Et soupe, commercialisation, préparation, aller chercher les légumes, communication. Alors c'est vrai que du coup, je ne communique pas autant que je voudrais. Comment tu tiens? Debout. Avec de la soupe. Je tiens avec de la soupe, ouais. Parce que mine de rien, j'en consomme pas mal. C'est vrai que quand on grandit, entre 40 et 50 ans, on fait beaucoup plus attention à son hygiène alimentaire. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que, ok, j'aime la soupe, ok, c'est bon, etc. Mais c'est l'apport, effectivement, que ça, l'apport nutritif. C'est vrai que quand on est plus jeune et qu'on voit qu'on a pris un peu de poids, on se dit ah, je vais mettre mon corps en stress un peu, ça va aller très vite. Mais après, quand on grandit, on voit qu'il est préférable d'avoir plutôt une hygiène alimentaire, de manger sainement pour tenir debout. Donc oui, je fais de la soupe. Oui, je prépare les légumes. Je m'occupe de la commercialisation, en fait de la communication surtout. Et tu arrives à répondre... C'est une organisation entre la vie familiale, la vie de femme, la vie de maman, la vie amoureuse, la vie d'enfant, parce que je suis enfant unique. Les parents grandissent aussi, donc il faut savoir être présent. Et puis mon activité salariée, qui est mon activité principale, qui est aussi une passion, tu vois. Donc l'idée n'est pas de savoir, voilà, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois faire un choix. Et est-ce que l'une apporte à l'autre? Absolument. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui je travaille dans le secteur bancaire. En plus, on a accompagnement sur les entreprises, sur une clientèle professionnelle. Ah, mais là, tout pour elle. Sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est pour ça que tu es... voilà, sur des sujets d'entrepreneuriat au féminin. Donc, forcément, cette expérience de plus de près de 25 ans a été bénéfique pour la création de l'entreprise, ça c'est sûr. Tu fais énormément donc, de choses seule, même si tu arrives à déléguer quand même. Est-ce que parfois c'est lourd aussi à porter? À qui tu peux vraiment parler quand ça ne va pas? Alors, la solitude dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet, mais réel. Et l'importance des réseaux, quand je parle de réseaux, c'est tout ce qui est incubateur, tout ce qui est association d'accompagnement, tout ce qui est famille, tout ce qui est amis. Ça a une importance capitale parce qu'on peut se sentir très vite seul. Ne pas être compris, que ce soit au stade de projet, de la création ou même durant la vie dans l'entreprise. Et même la famille a un rôle très important, surtout quand on... alors j'avoue que ce n'est pas mon cas parce que j'ai d'autres sources de revenus puisque j'ai une activité salariée, mais quand l'entrepreneur a comme seule source, en tout cas voilà, son activité entrepreneuriale, c'est la double dose parce que tu as cette crainte en termes de sécurité et puis tu peux rajouter l'obligation vis-à-vis de la famille, il faut que je suis chef de famille, il faut que j'assure, etc. Mais c'est vrai que c'est pas simple, surtout en Martinique où effectivement on se rend compte qu'il y a tellement d'acteurs, mine de rien, qui interviennent qu'on a du mal à identifier le véritable écosystème d'accompagnement, surtout en termes de financement des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu as lancé Tu y es?
Depuis que j'ai lancé Thuillet, alors je savais que j'étais déjà une femme avec toute sa puissance et toute sa force, mais j'en prends encore plus la pleine mesure. Si tu devais expliquer en une phrase pourquoi tu fais tout ça, Alors, ce serait laquelle? pourquoi je fais tout ça? Parce que je veux aussi transmettre quelque chose à ma fille. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que moi, j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. Donc, le salariat était la voie toute tracée pour, enfin, voilà, pour mon parcours professionnel. Et à aucun moment, en fait, j'avais imaginé effectivement créer mon entreprise parce que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Je n'avais pas non plus identifié, je dirais, dans mon enfance, quelqu'un qui était entrepreneur et qui avait réussi. Voilà, donc du coup, on va directement soit dans le fonctionnariat ou le salariat. Souvent, c'est très ancré comme ça. On suit la voie que nous guident les parents. Et puis quand on se rend compte finalement que on peut faire autre chose à côté, que c'est possible, qu'on peut très bien être salarié et qu'on peut très bien aussi avoir des passions et qu'on peut très bien en tirer une certaine activité, un certain bénéfice. Je crois qu'il faut déplafonner tout ça. Il faut enlever les plafonds de verre et se dire que c'est pas possible parce qu'autant vous dire que quand j'ai annoncé le début de cette activité, ah ouais, tu travailles à la banque et tu fais des soupes. Voilà, c'est quoi? C'est pas compatible. C'est pas compatible. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? Parce que tu t'ennuies? Tu as du temps à tuer? Tu t'ennuies, hein? Ouais, et souvent, ça a été ça. Ouais. Non, mais tu t'ennuies, Sarah, vraiment. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, mais j'aime ça et pourquoi pas en faire une activité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est des héritiers en fait, d'une population avec une force, une intelligence et une puissance incommensurable. On n'a pas idée de la force qu'on a devant nous et de tout ce qu'on peut faire, vraiment. À un moment dans ta vie, dans ton parcours, au-delà de ta voisine qui t'a créé ce déclic, est-ce que tu sentais un certain vide? Tu étais peut-être perdu dans ton histoire, tu cherchais quelque chose et tu l'as peut-être aussi trouvé dans justement cet héritage de soupe? Non, je vais être très honnête avec moi, je n'avais pas cette sensation de manque. Oui. Tout est parti au début de vraiment cette volonté. Alors manque, oui, ne pas savoir faire une soupe. On était vraiment juste là. Je n'ai jamais été plus loin. Et au-delà de ça, le rattachement à mes racines et à mes cultures a toujours existé, qu'il s'agisse d'un point de vue culinaire ou autre. L'histoire de nos ancêtres m'a toujours intéressée. J'ai toujours été ancrée, même si on en a toujours à apprendre chaque jour. Et pour revenir donc sur l'idée des soupes, comme je le redis et je martèle, j'ai toujours eu... Je cherche quelque chose. Oui, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, peut-être que tu vas finir par le trouver. Ce respect pour quelqu'un qui savait faire de la soupe. Et puis quand tu cherches, tu te rends compte effectivement que nos ancêtres, eh ben ouais, ils teni race, comme on dit, pour réussir à faire quelque chose de magnifique avec rien. C'est tout. Est-ce que tu te rends compte du chemin parcouru, Sarah, en 1 an et demi? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Sarah des débuts et celle des 15 litres donc tu vois. Alors oui, je me rends compte du chemin parcouru et à la Sarah d'il y a 1 an et demi, j'ai dit ma chérie, tu as eu raison de persévérer, vraiment. Les doutes, il y en a, le syndrome de l'imposteur, il est là, mais tu as dépassé ça. Et l'idée n'est pas de ne pas avoir peur, c'est ce que si j'ai quelque chose à dire, l'idée n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de passer au-dessus de ça, de se dire que ok, ça fait peur, mais on y va quand même. Et il y a de belles choses en fait qui naissent à partir de là. Si quelqu'un prenait une seule cuillère de soupe, tu aurais aimé que cette personne ressente quoi à travers cette seule et unique cuillère de soupe? Je dirais du bonheur et de la joie de pouvoir mettre dans sa bouche un mets qui la ramène tellement loin en arrière parce que je sais qu'elle a déjà consommé des soupes quand elle était petite et de se dire waouh, ça c'est ce qu'il me fallait là aujourd'hui après une journée de travail, après une semaine de travail, été raide, mais c'est ça qu'il me fallait. Et pour terminer vraiment, qu'est-ce que tu proposes véritablement Alors aujourd'hui, on propose des veloutés. Donc velouté de giromont, le classique, velouté de carottes cumin. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien au lait de coco. Alors je reste dans les veloutés, on a du velouté de papaye.
du velouté de fruits à pain. Donc ça, c'est en fonction des saisons aussi, hein, puisque Ouais, effectivement, bien sûr. ça, on reste attaché effectivement à ce que la nature nous donne. Donc du coup, on respecte ça aussi, puisqu'on travaille avec des produits frais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et puis après, toujours ici, bien sûr, on a le pâté en pot, on a la soupe locale de viande, on a la soupe de vitesse, 3 vitesses. Ça, c'est quelque chose aussi qui Avec les fonctionne tripes? très bien. Avec les tripes, avec le pied, exactement. Je parlais tout à l'heure de la soupe jamaïcaine. Ouais, ça, c'est quelque chose aussi. C'est une soupe de légumes, en fait, hein, avec de la patate douce, de l'igname, du thym, des épinards, des gombos. Enfin, voilà. Une très bonne soupe de légumes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les carnivores, il y en a aussi aux véganes. Chaque semaine, on essaye de penser à tout le monde. Une version végane, une version carnivore avec du lard, du chorizo en fonction de ce qu'on a. Et puis on s'éloigne aussi un peu de la Caraïbe, mais pas trop, avec les currys de pois chiches, curry de lentilles. Ça fonctionne très bien aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je sais que tu avais un mot pour la fin. La partie que je voulais faire, en fait, c'est se dire que nos ancêtres, c'était des esclaves africains. C'est ce que je disais tout à l'heure, des esclaves africains, des Kalinagos, des Chinois. Et cela fait de nous une population qui a subi les pires erreurs, vraiment. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on est des héritiers d'une force, d'une intelligence et d'une puissance incroyable. Et je crois que pour ça, on peut en être fier, honoré et très privilégié. C'est fort et c'est beau. Et merci beaucoup Merci Régine. d'exceller autant. Merci de m'avoir reçu. Comme je disais tout à l'heure en off, on fait de belles soupes avec une belle personne. Et la qualité est là. Et bon, j'ai pas encore goûté de soupe, hein, téléspectateurs, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je ne t'étonne pas, les dit ça. Merci beaucoup, Sarah Fafa. Fafa. Retour alors. Merci Longue à toi. vie à Thueyais. Et comme Merci on l'a beaucoup. dit aussi, on saura comment te trouver, te retrouver. Absolument, sur les réseaux, Thueyais. Alors c'est vrai que l'écriture respecte l'orthographe créole. Donc Thueyais s'écrit T-J-U-I-Y-E. Voilà. Très bien. Merci Anchaï. Merci. Allez, téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Tchèpeya. On était en toute confidence pour ce tété douette avec Thueyais. On se retrouve très bientôt. Pas oublier, émission Tala, c'est à Zot. Et c'est Zot qui capable.